Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et puis on reviendra sur les derniers rebondissements de Mythos. Vous savez, cette intelligence qu'avait proposée Anthropic il y a quelques semaines de cela. Anthropic lâche un peu la bride concernant Mythos. On va en parler, ça sera dans la deuxième demi-heure de ce Tech & Co, la quotidienne. Et pour commenter l'actu en ce mardi soir, Jean-Baptiste Kampf est avec nous. Salut Jean-Baptiste. Salut. Fondateur de Kyber. Tiens, c'est pas la boîte que j'annonçais tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. On parlera. Ouais. Est-ce que c'est bien ça, donner un cerveau au robot ? C'est pas exactement ça, mais on va... Alors voilà, je fais un titre, on a réfléchi avec Léa pendant des heures, on s'est dit comment on va faire pour essayer de trouver le truc, et là tu me dis c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas exactement ça. Bon, c'est un peu ça quand même ou pas ? C'est exactement le sujet. C'est évidemment le sujet, c'est tout ce qui est robot, drone, véhicule autonome. D'ailleurs, c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui. Exactement. À distance, on va en parler. Eh ben, on en parlera. Tu seras avec nous pour commenter l'actu jusqu'à 20h30 et tu resteras après pour nous présenter Kyber. À tes côtés, c'est Michel Lévy-Provençal qui est là. Salut Michel. Bonsoir François. Fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Actualité riche encore ce soir, hein, Michel. Merci d'être là. Très riche. Pour la commenter. Et puis bien sûr Frédéric Simotel. Bonsoir à tous. Bonsoir François. Tout va bien Fred ? Tout va bien, oui, on a encore plein de choses à raconter. Bah oui, parce que là, il y a cette actu Mythos qui vient de tomber. On en parlera tout à l'heure, je le disais, juste après la pause de 20h. Mais dans l'immédiat, donc, on va revenir quand même sur la WWDC. Apple retente sa chance dans l'IA. Peut-être avez-vous suivi cette soirée avec nous sur BFM Business. Avec Siri, donc, son assistant vocal transformé en intelligence artificielle conversationnelle. Ça s'appelle Siri AI, qui a été dévoilé donc hier à l'occasion de cette WWDC. La dernière donc pour Tim Cook avant le passage de relais à John Ternus, vous le savez, ce sera en septembre prochain pour la révélation des nouveaux iPhones. Le débrief sur place à Cupertino de Melinda Davansoulas pour BFM Business bien sûr, et puis après on rentrera dans les détails de ces annonces. Des adieux pour une renaissance, c'est un peu le ton de cette conférence WWDC. Après près de 15 ans à la tête de l'entreprise, Tim Cook a lâché son dernier Good Morning avant de passer la main en septembre à John Ternus. Une dernière apparition en public pleine d'émotions et un symbole fort en amont d'annonces plus contrasté. C'était aussi le grand jour de Siri. 2 ans de promesses, 2 ans de report et Apple a enfin montré un assistant vocal digne de ce nom. Rebaptisé Siri AI, il lit votre écran en temps réel, répond en contexte, enchaîne les conversations, s'adapte, comprend et vous assiste enfin comme la concurrence. La rupture, elle est sous le capot. Apple a signé un chèque d'$1 milliard par an à Google pour intégrer Gemini dans son architecture. En résumé, Apple Intelligence tourne sous Google, la pomme garde le design, Google fournit le cerveau. Et pour nous, en France et en Europe, Siri AI ne sera pas disponible sur iPhone ni iPad cet automne. C'est la mauvaise surprise de la fin de la conférence. Sur Mac, ça passe en partie. La faute, annonce-t-on chez Apple, une fois encore, aux contraintes réglementaires du DMA qui bloque le déploiement. 2 vitesses, une fois de plus, et un perdant, le consommateur européen. Les marchés ont tranché, eux, sans attendre. Après avoir atteint un record en cours de séance, Apple a plongé, moins 2% à la clôture. Wall Street voulait une révolution, Apple a livré une évolution, certes prometteuse. Elle permet à Tim Cook de finir en beauté et de laisser un Apple solide. Mais sur l'IA, le verdict est sans appel. Le prochain chapitre reste à écrire et ce sera à John Ternus de tenir désormais la plume. Voilà, Melinda Davansoulas depuis Cupertino. Donc ce Siri AI qui arrivera avec iOS 27 dans quelques semaines, à l'occasion de la sortie des nouveaux iPhones. Enfin, quand je disais qu'il arrivera, parce que c'est quand même le gros sujet de ces dernières heures, hein, arrivera aux États-Unis, mais pas en Europe. Non. Et visiblement, quand on commence à creuser un peu le sujet et à frotter les fonds de tiroir de cette histoire, on se rend compte que ça va pas arriver tout de suite. Parce que rappelons-le, si Siri AI, ce Siri intelligent avec qui vous allez pouvoir une conversation pertinente, qui va pouvoir agir sur votre maison connectée, sur vos services du quotidien. Pourquoi ne va-t-il pas arriver en Europe ? Eh bien tout simplement parce qu'il se prend de plein fouet la législation européenne et le DMA. L'Europe a dit niet parce que à partir du moment où Siri AI arrive avec une intelligence artificielle et notamment Gemini, il va falloir qu'en Europe, Apple ouvre son système pour que les autres IA puissent aussi arriver sur l'iPhone. Et ça, Apple ne le veut pas parce que, étant donné que Siri intègre toutes nos données personnelles, il va chercher dans nos SMS, dans nos mails, dans nos trajets, dans nos photos.
Apple ne veut pas qu'une autre IA ait accès à tout ça. Donc on est un peu dans un jeu du chat et de la souris qui, à mon avis, n'est pas prêt de se terminer. Et Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, Siri AI, en Europe, c'est mal barré. J'ai plein de choses à dire sur ce sujet. On pourrait quasiment faire l'émission dessus. Mais d'abord, ça fait quand même plus d'une année que Apple tourne autour du pot. Apple nous promet cette version de Siri améliorée. Ils n'y sont pas arrivés. Là, c'est assez décevant, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se dit sur les réseaux, le résultat de cette conférence est plutôt décevant. J'ai même lu des commentateurs qui disaient c'est le WWDC le plus décevant que j'ai vu depuis l'avènement de Tim Cook. Ça, c'est le premier point. On n'a pas eu cette impression, nous, avec Fred hier, mais bon, on en reparlera peut-être. On va en reparler pour une raison principale. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les acteurs foncent sur les agents intelligents. On a vu Microsoft avec Scoot. On a vu Meta qui sort son agent dans WhatsApp. On a vu également Google Spark avec son agent intelligent. Certains qui utilisent d'ailleurs la technologie OpenClaw, d'autres leur propre technologie. Là, ce que fait Apple, je suis désolé, c'est probablement ce qu'on a sur une application comme ChatGPT ou Gemini, avec des bons connecteurs sur son adresse mail ou son calendrier. Donc, c'est Siri 2027 égale ChatGPT 2025. Donc c'est dans ce sens que c'est très décevant de la part d'Apple. ChatGPT n'a pas accès aux mails, ChatGPT n'a pas accès c'est pas vrai. aux SMS. ChatGPT a accès à tes mails, ChatGPT a accès à ton calendrier. À tes SMS aussi sur ton téléphone, je suis pas sûr. Tu peux avoir des MVP, voilà, tu vois. Mais voilà, tu peux avoir des il a pas accès à des photos qui te permettent. Il a accès à des photos que tu lui donnes pour les analyser, mais il n'a pas accès à ton répertoire de photos. Toute une galaxie de connecteurs qui sont connectés à Claude ou à ChatGPT qui te permettent d'interagir avec ton environnement applicatif. Ça existe depuis près d'un an dans l'écosystème de Claude et de ChatGPT. Ce que fait Apple là, c'est finalement pas plus, pas moins que ce qu'on a avec ChatGPT. Ouais, mais bon, c'est pas mal. Enfin, sur le papier, ils rattrapent leur retard. Pourquoi pas ? Peut-être que ça. Sauf qu'il y a une différence avec ses concurrents, et en l'occurrence Microsoft, Meta et Google, qui ont leur propre agent orchestré, qui cette fois-ci n'est pas un simple modèle d'IA. Il y a de l'orchestration, il y a de la planification, il y a de la mémoire infinie dans les outils comme OpenClaw. Donc ils sont en retard. Clairement, aujourd'hui, Apple est en retard. Ok. Jean-Baptiste ? En fait, oui, là, c'est clairement... Alors, je suis d'accord, hein, c'est très, très décevant. On s'attendait... Moi, tous les deux, vous êtes des Apple utilisateurs d'Apple. Oui, mais c'est pas la question. Non, bien sûr. Non, mais c'est Google Assistant un peu mieux, quoi. Ça fait N années qu'on nous dit Siri, j'aimerais bien, il est toujours pas capable de nous prendre correctement un rendez-vous dans ton agenda, ce qui est peut-être le truc le numéro 1 que tu fais, quoi. Franchement, le nombre de personnes qui utilisent Siri par rapport au nombre de personnes qui utilisent l'iPhone est ridicule. On nous a, en plus, là, tu vois, ça fait depuis un an qu'on nous dit Apple Intelligence, ça arrive. Finalement, ça n'arrive pas. Hein, c'est Siri, ça se transforme en Siri AI. Les gens qui ont eu un iPhone 16, je suis pas très content pour eux, tu vois, parce que ça veut dire qu'ils vont pas avoir accès à toutes les fonctionnalités. Et c'est peut-être la keynote, mais en tout cas, les usages, ils sont pas très fun, quoi. Hein. Et là, donc ça, c'est vraiment sur cette partie-là, avant d'arriver sur le DMA. Ce qui te montre, c'est juste que eux, ils ont le droit, ils ont accès à des API en interne qui ne donnent pas accès aux autres. Mais il n'y a rien qu'on a vu qui soit quelque chose de novateur, qui soit quelque chose qui ne soit pas possible avant. Donc, c'est assez décevant. Bon, OK, ils rattrapent un petit peu le retard au niveau fonctionnalité, mais il n'y a pas le waouh, hein, clairement. Fred, alors on en a beaucoup parlé hier, je pense que ça serait intéressant de se focuser maintenant sur cette décision de l'Europe de bloquer en fait Siri AI. En tous les cas, voilà, on ne sait pas qui bloque qui, mais voilà, on sent que c'est véritablement la guerre ouverte entre Apple et l'Union européenne concernant cette fonctionnalité.
qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que c'est logique que l'Europe bloque cette fonctionnalité ? Est-ce qu'elle devrait lâcher du lest ? Est-ce que Apple ne fait pas aussi de la rétention pour justement prendre en otage les utilisateurs que nous sommes en disant, ben voilà, parce que c'est vrai qu'on commence à gueuler, quoi. On se dit, on n'aura peut-être jamais Siri AI, ou peut-être dans un an, finalement. Et c'est les utilisateurs européens qui payent leur iPhone au même prix que les Américains, voire plus cher, qui auront moins de fonctionnalités, en fait. Non, mais bien sûr, ils jouent à plein tube sur cette... en fait, c'est une sorte de campagne grand public contre Bruxelles de la part de leurs utilisateurs pour pousser le législateur à lâcher sur un certain nombre de directives. On le vit pareil. Donc c'est la pression, on met la pression. Alors on le vit pareil. À aucun moment, l'Europe a dit à Apple, vous n'avez pas le droit de sortir Siri AI en Europe, tu vois. Donc attention, c'est eux qu'on décide. Non, mais alors, je suis pas ils ne d'accord. parlent même pas de l'AI Act. Ils te disent que c'est le DMA. Tu vois, oui. Ils ne te parlent pas de l'AI Act en disant oui, il y a un problème avec la gestion des données. Ils ne te parlent pas du RGPD, ils te parlent du DMA. Donc c'est quand même, ils ne parlent pas du DSA, etc. Donc tu vois, c'est quand même, c'est eux qui décident et qui font pression pour. Mais ils font pression, ils font clairement pression. Je termine sur un point, ce ne sont pas les seuls. Hein. Tesla est exactement dans le même cas de figure. C'est vrai. Ça fait des mois que les utilisateurs, enfin les propriétaires de Tesla attendent le FSD. Il fonctionne dans certaines parties de l'Europe. C'est pas du tout le cas dans d'autres parties de l'Europe. Le jeu des acteurs de la tech vis-à-vis du DMA, du DSA, de l'AI Act, de la RGPD reste le même. C'est de faire pression sur Bruxelles. Et moi, la question que je me pose, c'est finalement quel est le jeu de Bruxelles ? Est-ce que Bruxelles essaie dans l'absolu de, entre guillemets, protéger les utilisateurs ? Ou est-ce que Bruxelles tente de créer le moyen pour que des acteurs européens aient le temps de se positionner sur ce marché ? Auquel cas, si c'est la deuxième hypothèse, pourquoi pas, mais il va falloir les aider, ces acteurs-là. Et aujourd'hui, on ne voit pas une once d'aide vis-à-vis des acteurs qui pourraient se positionner en tant que concurrents potentiels d'un Apple ou même d'un Tesla, arriver sur le marché. Donc il y a un vrai problème quand même aujourd'hui de la part de Bruxelles. Fred, est-ce que tu as suivi un peu les dessous parce que hier on a évoqué cette absence de Siri AI au lancement de cette fonctionnalité à la rentrée prochaine, mais visiblement Apple travaille avec l'Europe depuis plusieurs mois là-dessus. Je ne sais pas si vous avez suivi. En fait, je pense qu'Apple s'est rendu compte très vite avec Siri AI, qui est en gestation depuis de longs mois, que ça allait poser des problèmes avec l'Europe. Donc, ils ont devancé un peu tout ça et sont allés voir les législateurs européens leur disant « Écoutez, on va lancer ce truc-là. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de mettre une espèce d'API ». Parce qu'en fait, le principal souci, c'est qu'à partir du moment où Siri.ai arrive en Europe, Apple va être obligé d'ouvrir Siri AI à d'autres systèmes d'intelligence artificielle, d'après ce que j'ai compris, Fal. Hein. Donc c'est ChatGPT, c'est Gemini, ça va être Claude, ça peut être Mistral, pourquoi pas. Et ça, Apple refuse parce que si il donne les clés du contenu de l'iPhone, parce que pour que justement cette intelligence artificielle, en tout cas ce Siri AI, donne son maximum, il faut lui ouvrir et qu'il ait accès à toutes les données. Et Apple ne veut pas donner toutes ces informations à des systèmes d'IA concurrents. Mais pourquoi ? Et alors ils disent qu'ils ont peur que ces informations après partent en pâture, dans la publicité, je sais pas où, tu vois. Mais très bien, mais alors d'abord, c'est pas à eux d'en décider. Je veux dire, c'est ton ordinateur, oui, mais c'est un peu à eux d'en décider parce que c'est un appareil qu'ils te vendent et dont ils promettent quand même une espèce de sécurité. Quand tu l'installes un assistant tiers, tu dis attention, toutes les permissions, etc., c'est un danger et ils te permettent de te le montrer en disant que c'est un danger. Je veux dire, c'est possible. Oui, on est un peu grand et on pourrait choisir. Ça va. Moi, c'est là où, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'était une conférence décevante, n'est pas le terme pour moi, elle est frustrante. Et frustrante encore plus quand on est européen. Parce qu'il y a quand même pas mal d'avancées. Quand tu discutes avec des développeurs, tu vois les blogs de développeurs, tout ça, américains, ils sont tous ils sont ravis d'avoir enfin accès à tout un tas de choses. Donc pour ça, certes, il y a encore un retard, mais au moins, ils ont accès à ça. Après, moi, c'est pas décevant, parce qu'il y a quand même pas mal d'avancées, pas mal de choses qui sont quand même plus faciles. Mais c'est ce côté frustration. Et frustration, elle vient maintenant, pour le coup, par rapport à cette histoire européenne. Parce que moi, je suis pareil. Moi, je me dis,
pourquoi surtout qu'ils avancent, ils vont développer un laboratoire, une académie développeur là en Allemagne, donc ils sont en train de montrer que on va écouter un petit peu ce qu'on nous dit pour voir travailler un peu plus peut-être avec les instances européennes. Et là, moi j'ouvrirais et puis on avance en marchant. Mais ça, on sait pas. Ça, ils ont tellement peur de ce qu'ils peuvent se prendre dans la figure de l'Europe. Moi, là où je suis pas à l'aise, c'est qu'en fait, c'est assez peu clair de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un côté, l'Union européenne aujourd'hui a dit il n'y a rien dans le DMA qui interdit Apple d'ouvrir et de déployer Siri AI. Et de l'autre côté, tu as Apple qui dit oui, mais on a fait une contre-proposition pour permettre d'avoir d'autres assistants, mais ça bloque. Et en fait, il n'y a aucun des deux nous explique, parce que moi je connais un petit peu le DMA, je suis pas juriste, mais je connais un petit peu. Expliquez-nous exactement qu'est-ce qui bloque. Et ça, en fait, on n'a aucune information en tant que consommateur. Donc, en fait, tu vas dire, ah oui, mais Apple est gentil. Non, c'est l'Union européenne qui est méchant. Alors, en vrai, t'en sais rien. Moi, je trouve qu'Apple, il devrait apprendre un peu de ce qui se passe sur l'App Store. Tu vois, on dit, il faut des magasins. On le disait hier soir. L'App Store est le magasin dominant, quoi. Alors, et je trouve qu'eux, ils devraient lâcher. C'est vrai que les stores alternatifs, on ne peut pas dire que ce soit un succès phénoménal. Mais en même temps, parce que c'est assez difficile, c'est difficile à utiliser, etc. Bien sûr. Ce que je pense, c'est que. Moi, j'ai trouvé quand même que c'était frustrant parce que, déjà, à part cette partie Siri AI, et que je trouve pas terrible, ou en tout cas pas incroyable, tout le reste, sur macOS, toute la partie macOS 27, en fait, c'est quasiment des retours. On enlève Liquid Glass, on enlève les icônes dans les menus. Il y a des choses très intéressantes dans le SDK, par contre, dont on avait déjà parlé, je ne sais pas si on en avait parlé hier, c'est que maintenant, il y a des indices dans le SDK qui montrent qu'ils vont faire un flip phone, puisque c'est clairement écrit qu'il y a pour avoir le nombre d'écrans sur un téléphone, qui a une fonctionnalité qui est arrivée dans le SDK qui n'existait pas. Mais ça conforte le fait qu'il devrait y en avoir un à la rentrée prochaine. En tout cas, il se prépare à la possibilité de quoi. Un angle, il y en a un qui a trouvé qu'il y avait l'expression un angle de grise. Voilà. Mais donc, c'est intéressant. Mais là, cette histoire, c'est une question de gros sous. C'est-à-dire qu'en fait, le DMA permettrait d'avoir un chat GPT, un Anthropic qui a une intégration aussi bonne que Siri AI, sans passer par le contrôle que Apple fait sur cette plateforme. Peut-être qu'ils ont des vraies questions de sécurité, mais qu'ils l'expliquent, et c'est pas juste les gens sont des méchants et l'Europe nous dit mais non, oui, ça va. Alors pour aller un petit peu plus loin, donc ça fait des mois que Apple discute avec l'Union européenne concernant l'arrivée de Siri AI et avait proposé une alternative qui s'appelle le Trust System Agent, qui était une API qui se mettait en fait entre l'IA qu'on choisissait, par exemple ChatGPT, Claude, Mistral, et l'iPhone, mais Apple restait en quelque sorte l'arbitre. L'aiguilleur. Voilà. Sauf que l'Union européenne a dit non, on ne veut pas ça. On veut que vous ouvriez totalement les données de l'écosystème d'Apple. Et ça, Apple ne veut pas. D'un côté, je suis assez partagé parce que je comprends un peu la méfiance d'Apple sur ce sujet, parce que ouvrir demain une IA, je ne sais pas moi, si DeepSeek récupère toutes tes données, tu vois, ça peut être un problème. Oui, mais est-ce que Apple n'a pas aussi la responsabilité d'offrir un appareil intègre à tous ses utilisateurs? C'est ça la question. Quand tu as une application qui a l'accès à location, tu as le bandeau en disant j'accepte à ta location, tu l'autorises une fois. Quand toutes les applis en fait de ton téléphone, si tu donnes des photos, tu peux définir que tu donnes quelques photos. Il y a des systèmes. Le problème, c'est qu'on manque d'informations, et c'est ça qui me gêne beaucoup, c'est que là, je suis embêté parce que ils te disent on peut pas à cause du DMA. Moi, je vois le DMA, je vois pas. L'autre te dit on a fait une contre-proposition et elle a été rejetée. On sait pas. Enfin, on reste quand même pas mal dans. Il y a quand même des informations. Apple communique un peu là-dessus. Oui, mais de l'autre côté, en disant que voilà, pour l'instant, les relations sont au point mort en fait avec l'Union européenne. En tout cas, pardon Frédéric, tu voulais dire un truc? Non, je dis juste, on ne peut pas non plus enlever l'idée que Apple joue une grosse phase de communication pour continuer à dire, regardez le DMA, vous voulez jouer à ça, tu vois, c'est encore, et j'appuie encore un petit coup sur le DMA quand il sait qu'il est soutenu par pas mal d'autres entreprises, donc il joue aussi le côté com, oui, sans doute qu'il pourrait l'ouvrir, mais il dit, écoute, on va leur dire non, comme ça on va montrer mais d'un côté, je veux dire, c'est eux qui vont perdre. Au bout du compte, parce que si l'Union européenne ne lâche pas du lest, au bout d'un moment, Apple va être obligé de trouver une solution. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que Apple ne joue pas la bonne carte. Il devrait ouvrir. Voilà, mais je pense qu'on est dans une phase là un peu de lobbying, finalement, de communication anti-Union européenne pour voir jusqu'ù ça va. Et puis au bout d'un moment, ils sont américains. Ils lâcheront du lest. N'oublions pas une chose non plus, c'est que Trump, tout ça, mais cette stratégie,
c'est un très bon moyen aussi pour relancer les ventes de matériel. Pourquoi ? Parce que l'ensemble de ces IA vont avoir besoin de nouveaux iPhones, de nouveaux Mac. Donc là, le marché US va reprendre parce qu'ils vont vendre du matériel, mais le marché européen, lui, risque de stagner parce que les gens ne vont pas changer de leur mobile si jamais ils n'ont pas la fonctionnalité IA qui nécessite le nouvel iPhone. Alors, le paradoxe, c'est que ce DMA ne s'applique pas sur les Mac. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui. Sur le Mac, vous aurez en fait les fonctionnalités qui sont bloquées sur l'iPhone. Mais donc, parce que c'est bien que le Mac est une plateforme... ce n'est pas un gatekeeper, toujours pareil. Mais parce que surtout, le Mac est une plateforme ouverte sur laquelle tu peux installer des applications tout seul, comme sur un PC, comme sur un Windows, alors que sur les mobiles, on est dans un système de store qui est très fermé. Oui. Et la réponse est là. Mais en fait, l'Europe ne regarde même pas le Mac parce que ce n'est pas un gatekeeper, en fait. Il n'y a pas assez d'utilisateurs. Parce que ce n'est pas un gatekeeper, puisque tu peux installer sans passer par un gate qui est le c'est store. Ça. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que on ne parle pas des React, tu vois, parce que le DMA, le DSA, comme le RGPD, moi je trouve pas que ce soit des mauvaises législations, elles sont bien pensées, alors que les React, personne ne comprend rien. Et Apple n'arrive pas en disant il y a un problème avec les React. Ouais, c'est vraiment arrivé en disant il y a un problème avec les React, j'aurais été beaucoup plus à l'aise en disant effectivement. Et d'ailleurs sur la partie Tesla, pour on en parler du FSD, il parle du DMA, mais il parle aussi de l'utilisation des données pour faire de l'entraînement d'IA, et qui est un petit peu. Donc tu vois, là on te parle juste de DMA, et donc tu vois, c'est pour ça que je suis pas hyper à l'aise sur cette histoire. Bon, en tout cas, on peut lancer des paris, mais c'est pas pour tout de suite que nous aurons Siri et AI en Europe. Il faut espérer que d'autres acteurs viennent avec des agents en Europe pour pouvoir répondre aux besoins, parce qu'il y aura un besoin. Ça va être intéressant de voir un peu comment les consommateurs européens vont réagir. Les utilisateurs d'iPhone vont réagir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas la première fois qu'on a ce problème. Rappelez-vous, il y a eu d'autres attentes longues concernant certaines fonctionnalités qui ont mis du temps à arriver. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Ray-Ban Meta, par exemple. Exactement. Il a fallu qu'on attende des mois et des mois avant d'avoir l'IA de Meta qui arrive sur les lunettes. C'est déjà le cas avec le FSD, sauf que Sauf qu'il y a beaucoup moins de propriétaires de Tesla qu'il n'y a de propriétaires d'iPhone. Donc ça risque de remuer pas mal. Moi, je pense que ça peut bouger les choses. Ouais. JB ? Moi, je fais confiance aux développeurs et à la créativité des développeurs. Et il y a des gens qui vont trouver des alternatives. Oui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des façons de faire. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir justement des OpenClaw-like qui vont arriver. Et si ça se trouve, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont en fait les mêmes fonctionnalités. Répondre à tes mails, trier de photos, rajouter un truc à un agenda. Et il y a plein de façons de faire. Et donc, à un moment, s'il y a des gens qui arrivent à faire une sorte d'open close sur l'iPhone, alors que tu n'as pas Siri AI, le marché, il est ravi. Mais Apple ne la fera pas faire ça. Pourquoi c'est une app ? Pourquoi c'est une app ? Oui, mais une app, ils vont la retoquer lorsqu'elle sera validée. Il n'y a aucune raison que ça la refuse. Ça commence à être compliqué de refuser les actes juste parce que tu les aimes pas. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Tu sais pourquoi il ne parle pas de l'IA-Act ? Parce que l'IA-Act, ça les met en porte-à-faux. Il y a toute la partie, c'est l'article 15 sur la cybersécurité, la protection et tout ça. Et là, il semble que... là, s'ils disent les règles, on dit OK, on joue à ça, et on vous sort cet article-là, et là, vous allez devoir vraiment vous y soumettre. Et là, pour le coup, on est dans le dur. Alors que là, pour moi, on est vraiment dans une stratégie de communication que je trouve l'Europe est dans son rôle. Écoutez, allez-y, qu'est-ce qui indique ? Et je trouve que là, Apple ne joue pas très bien. Après, je l'ai dit très rapidement, n'oublions pas quand même, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a pas les gentils, les méchants, les cow-boys, les Indiens, mais ce sont des Américains. Aujourd'hui, l'Europe... les Américains nous voient de moins en moins comme des partenaires. Tu discutes avec tous les acteurs. Alors, quand on voit les patrons français, ils voient évidemment ce côté, il faut qu'ils développent leur business. Quand tu vois, là j'étais encore avec une boîte d'éditeur de logiciels américain, là il me dit quand même, ça devient chaud quand même pour eux en Europe parce qu'ils sont bloqués dans plein d'institutions, de plus en plus bloqués dans plein d'institutions. Ouais, mais Apple est une boîte commerciale mondiale. Et si ça, les Américains. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait on n'est pas vu forcément comme un grand partenaire, peut-être comme un marché, mais je pense que là il y a quand même cet état d'esprit qui règne. D'ailleurs, Siri AI ne sera pas disponible non plus en Chine, bien sûr. Ouais, forcément. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a eu quand même un peu plus d'informations sur les modèles, en fait. Ouais. Et il y a quand même un système très intéressant de modèles qui sont en local et de modèles qui ne sont pas locaux, justement. Oui. Mais on n'a pas vu ça dans l'interface, tu vois. Donc, moi, je m'attendais un peu à ce qu'ils te le disent. Attention, là, il n'y a aucune donnée qui sort, puisque tout tourne les deux modèles qui sont locaux. C'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit toute la partie confidentialité, ça n'était que des petits pics aux autres. Ah, nous, on
fait ça, mais pas les autres. Mais ils n'ont Oui, mais jamais sauf dit... qu'ils le disent, mais ils ne l'affichent pas à Eh l'utilisateur. ben justement, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas un moment, ils ont fait une pleine page en disant, écoutez, voilà, la confirmation. Ils n'ont fait que des petits pics. Ah ben ça, nous on le fait, les autres le font pas. Nous, c'est des petits pics comme ça, mais jamais un truc clairement annoncé à l'utilisateur. Enfin voilà, c'était jamais affiché clairement. C'est là où voilà, ils ont toujours leur côté un peu ambigu. Bon, écoutez, et puis ça, c'était, mais ça, on en a parlé beaucoup hier, c'était quand même la dernière keynote de Tim Cook, finalement, hein, Oui. qui a tiré sa révérence hier. C'est un symbole aussi. Rappelons qu'à la rentrée, c'est John Ternus qui prendra le relais. On sait quand exactement il prend le relais? Dès le début de septembre ou... Je crois que c'est le 1er septembre. 1er septembre, et a priori, de ce que l'on sait, c'est lui qui, la prochaine keynote Des iPhones. Des iPhones, ce sera lui qui enclenchera. Et on se disait, sans doute avec un petit mot pour Merci Tim, qui n'est pas parti, qui est encore président, mais qui est Merci Tim Cook et tout ça, ça va être super. Ouais, peut-être qu'ils vont lui offrir un cadeau. Enfin, quoi il ne part même pas, il devient le monsieur politique d'Apple, d'après une ce que j'ai Apple Watch compris. à son nom, tu vois, un truc. Oui, c'est vrai, tu vois, un petit mug avec le logo Apple. Non, les Américains, ils aiment bien jouer, tu sais, faire des petits films humoristiques. Oui, petits films humoristiques. On se souvient du départ de Bill Gates, tout ça. Et Bon. Clinton avait fait la même chose. Frédéric Simotel, Jean-Baptiste Kampf et évidemment Michel Lévy-Provençal. On revient dans un instant. On a pris un peu plus de temps que prévu sur ce sujet, mais il y avait pas mal de choses à dire. Et tu as raison, Michel, on aurait pu faire une heure entière là-dessus. Petite pause et on revient. On va parler de voitures autonomes et aussi de ce cri d'alarme d'Anthropic tout à l'heure qui veut faire une pause concernant l'IA. Vous allez voir, parce que ça, c'est une info qui a quelques jours et Anthropic vient de développer, en tout cas de déployer une partie de Mythos. Donc c'est quand même assez paradoxal. Ouais, c'est assez cocasse. Difficile de s'y retrouver quand même dans tout ça. Allez, petite pause et on revient pour débriefer l'actu-tech de ce mardi. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. 20h01, merci de nous avoir choisis, merci d'être fidèle à Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On commente l'actu tech de ce mardi, ce soir avec Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Jean-Baptiste Kampf, qui est fondateur de Kyber, d'ailleurs tu seras tout à l'heure avec nous, juste après 20h30 pour nous expliquer, cette belle levée de fonds de 5 millions, et puis surtout, ce que va faire Kyber, ce que vous faites. Tout à fait, il faut rester après. Il faut rester après, bien évidemment. Finalement, là, vous pouvez partir. C'est ça que tu es en train de dire. Non, il faut rester. Il faut rester jusqu'au bout. Il faut que vous m'invitiez plus souvent et il faut qu'on reste jusqu'à la fin pour les Rester à l'after. Voilà, tu vois, tu leur donnes ça. Ils veulent ça. C'est pas possible, ça, quand même. Mais j'ai vu là son sac de couchage qu'il a Et voilà son derrière. sac. Il va dormir ici pour passer demain chez leur closier. Enfin, voilà, quoi. On essaye. Et Michel Lévy-Provençal qui est là. Merci d'être là, Michel, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness. Alors voilà, on a parlé de Siri. Je vous propose maintenant de parler de véhicules autonomes et un pas de plus vers les robotaxis en Europe. Stellantis, Bolt et le chinois Pony AI lancent une première expérimentation au Luxembourg. Les trois entreprises ont débuté des tests grandeur nature dans le pays avec pour objectif de se déployer rapidement en Europe. Les explications de Justine Vassogne. Les tests vont d'abord commencer dans la petite ville de Bissen, 3500 habitants, au nord de la capitale Luxembourg. Il nous fallait bien un point de départ, explique Bolt, qui réalise là ses premiers essais de robotaxi. Au départ, 5 voitures autonomes seulement circuleront dans les rues de Bissen, des véhicules utilitaires fabriqués par Stellantis et qui utiliseront les technologies développées par le chinois Pony AI, celles de 7e génération. L'idée, c'est de faire rouler les robotaxis dans un laboratoire vivant et pas dans un circuit fermé. À leur bord, un conducteur qui ne touchera pas le volant, mais qui interviendra en cas de problème. Progressivement, les tests s'étendront jusqu'à la ville de Luxembourg avec une trentaine de voitures. Après un an d'essai, Bolt, Stellantis et Pony AI comptent bien s'attaquer au reste du vieux continent. Bolt vise ainsi 100 000 robotaxis d'ici 2035. Début avril, Pony AI a aussi démarré des tests en Croatie, cette fois en partenariat avec Uber. L'Europe, très en retard dans le domaine, semble se réveiller doucement avec des Chinois sur le siège passager. C'est amusant parce qu'on parlait de Tesla il y a quelques minutes de cela et on va dire des bâtons dans les roues que met l'Union européenne au déploiement du vrai FSD comme on l'a aux États-Unis. En revanche, ça bouge du côté des robotaxis. On le voit avec Bolt, Uber qui commence à poser ses pions. Alors, ce sont des expérimentations, c'est très localisé, on en parle juste ce qu'il faut. Mais ça y est, c'est parti, non ? Jean-Baptiste.
Et après Michel, peut-être. Bah, de toute façon, ça commence toujours localisé. Hein. Waymo, au début, c'était que San Francisco. Et puis, ils ont étendu les villes une par une. Donc, ça me choque pas. Moi, j'étais plutôt inquiet, justement, qu'il se passe rien du tout en Europe là-dessus. Oui. Mais là, ça bouge. Et donc là, ça bouge pas assez, je trouve. Ça bouge pas assez, c'est une toute petite ville avec 5 robotaxis. Ça utilise Pony AI, qui est un truc chinois, donc je suis un peu déçu. Mais au moins, ça veut dire que ça y est, il y a quand même des gens qui se disent il faut qu'on fasse quand même la chose en Europe parce que c'est un sujet important. Pour l'instant, ça bouge au Luxembourg, ça bouge en Suisse, ça bouge un peu en Angleterre. Point barre. En Chine, ça bouge aux Pays-Bas. En fait, plus de 30 villes en Chine. Aux États-Unis, ils atteignent déjà 10-15 villes. Ah oui. Non, mais de toute façon, et puis avec des milliers de voitures déjà en circulation. Là. Aux États-Unis, à San Francisco, moi j'étais à Shenzhen il y a 4 mois, Pony AI. J'ai pris un taxi Pony AI. Hein, il y en a. Franchement, c'est super. Il l'a ramené chez lui. Ça marche super et ça coûte pas cher du tout. Alors pour une raison très simple, c'est que en fait ils veulent montrer à des profils comme moi, occidentaux, combien ça marche bien, combien c'est pas cher pour qu'on puisse prendre des vidéos et ensuite les diffuser. Mais ce qui est assez désolant en réalité, c'est que effectivement, encore une fois, la régulation européenne nous empêche d'avoir ces applications sur nos routes. On l'a vu. Alors, les Pays-Bas ont accepté et autorisent maintenant le FSD sur leur route. Super. Donc, on se dit automatiquement, si un pays européen accepte, on devrait le voir dans tous les autres pays. En fait, en France, aujourd'hui, l'entité qui est censée valider les véhicules autonomes, il s'appelle le CNRV, refuse. Pour l'instant, ils attendent que Bruxelles accepte pour... Là, il y a 18 États, je crois, derrière l'expérimentation. Pour Pony ? Ouais, pour Pony. Ouais. Alors, Pony AI, si on y revient, il commence par Luxembourg parce que c'est tout petit. En fait, ce n'est pas un véritable test, c'est surtout la recherche d'un certificat dans la zone européenne pour pouvoir ensuite l'élargir et pour pouvoir faire en sorte que les autres pays européens s'appuient sur cette expérimentation pour le déployer. Ça fait boule de neige. Pour que ça fasse boule de neige. Donc c'est avant tout, non pas une expérimentation de sécurité ou technologique, c'est avant tout une question pour Pony, pour Bolt, pour Stellantis, de validation et d'un certificat. Maintenant, ce qui est assez désolant, et on l'a dit, c'est que le cerveau est chinois. La valeur logicielle et la valeur dans les logiciels et data, c'est chinois. Exactement. C'est-à-dire et Stellantis a même arrêté toute partie logicielle. Tu vois, ils préfèrent juste fournir le... Mais c'est quand même triste. Ils vont vendre des carlingues avec toute l'intelligence qui est chinoise et peut-être que la data le sera aussi. Donc, encore une fois, les données d'entraînement, il faut qu'on ait des boîtes qui fassent des world models, il faut qu'on ait des boîtes qui fassent de la robotique en Europe et en France pour pouvoir implémenter, quitte à ce que l'Europe freine, pour permettre à ces boîtes européennes de s'implanter en Europe. Mais il faut des aides pour ces boîtes-là. JB, rien à rajouter là-dessus. Je vais rajouter, je viens de me faire la pub pour... c'est un des usages de Kyber. Je veux dire, ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que tu veux que je dise Et on n'a rien préparé. C'est sorti comme ça. Je peux pas, mais effectivement... Je ne suis pas payé. Je précise. Un des usages de Kyber, c'est justement tout ça. En fait, surtout, et là, ce qu'on vient de dire est très très important, ça te permet d'enregistrer énormément de données et toutes ces expérimentations, puisqu'en fait, il faut entraîner des modèles. Et Tesla, en fait, a mis des voitures depuis très longtemps, c'est eux qui ont le plus de données, et c'est comme ça qu'ils vont avoir le meilleur FSD. Et donc là, le problème du cerveau, c'est surtout la captation de toutes ces données, et le droit sur toutes ces données. Mais moi, je suis assez positif. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, alors que sur plein d'autres sujets en Europe, je suis assez négatif ou je suis un peu dubitatif. Là, je sais pas, je sens que le robot-taxi, peut-être parce qu'avec toute l'ingénierie allemande et les habitudes allemandes, mais je me dis qu'on va bouger. Dans combien de temps, à ton avis, il y a des voitures, des robots-taxis à Paris, par exemple 2027. 2027 Ouais, fin 2027. En fait, on pourrait les avoir aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est une question de régulation. Ouais. Bon, moi, je suis les algorithmes commencera. C'est dans 5 ans. Hein. Dans Paris. Allez, on parie allez, on dit donc. Alors attendez, parce que moi j'adore les paris, parce que moi je vais manger des pizzas à la rentrée avec ces paris justement. Vous dites quoi? Fin 2027? Tu dis quoi? Moi je dis dans 5 ans.
Allez, on parle là de l'arrivée Moi, j'ai des 2002. premiers robotaxis En autonomes, expérimentation. véritablement autonomes. Mais en exploitation, avec En des clients et exploitation. tout ça, hein, pas Genre, juste, tu as une appli. Genre, ça à Paris. Juste Ouais, ça ouais, Paris, Non, ça mais va. tu vois, tu as une appli, tu commandes Pas un juste- robotaxi, ouais. il arrive, il n'y a personne qui conduit. Allez, fin 2028, si ça marche pas, Ah. je t'offre une bouteille de champagne. Tu vois Allez, voilà. Ah oui. Moi, Moi, je je vois suis le d'accord. contraire. Moi, J'aurais pas dit 2027 parce que je pense que, en fait, pour une raison très simple, c'est qu'il y a l'élection présidentielle Ok, et ils donc veulent 2028. pas. Ouais. Mais il dit une 2031 dans foire de 5 ans. taxi, Ouais, moi, je dis dans 5 ans. Ouais. Moi, Eh Moi, ben, je dis ouais. 2028. Fin Allez. 2028. En 5 ans, tu trouves? C'est pas un peu long, 5 ans? C'est beau. Et, Ouais. Fin 2028. Et ben voilà, c'est parti. les taxis, vous imaginez les taxis dans Alors, Paris fin déjà 2028, si je rajoute 5 à 26, Mais ça fait c'est 31. super. Attention, Ça veut Frédéric. dire que Il tu en me fais- suffit d'un. Peut-être qu'il durera que 24 heures dans les rues de Paris, hein. Mais il en suffit Quand il d'un. aura Non, écrasé mais ça- 3 non, non, cyclistes. moi- Ça te moi, je suis- forcera à me réinviter. Moi, je suis Non, ravi. moi, je suis assez enthousiaste au fait que ça y est, les expérimentations qui commencent à se rapprocher, hein, ça y est, on va en Europe. Par contre, je me dis, on a quand même l'Europe est quand même en train de rater cette bataille parce que tout va aller vers les Chinois. On a les constructeurs européens, on aurait pu se dire, tiens, ils ont une petite fenêtre. Non, ils vont faire, voilà, on va fournir il y a le WeRide qui tournait Oui. pendant Roland Garros, là, une navette un peu ce style-là. C'est Renault, mais tout le concept, c'était les Chinois. Là, c'est pareil. On a la concurrence chinoise qui est en train de s'installer quand même confortablement en Europe et tout le monde les regarde avec des yeux. Et puis dans 5 ans, on se dira, flûte, alors on ne pensait pas qu'ils seraient aussi forts, alors qu'il suffit d'aller en Chine pour voir qu'ils sont très puissants. La bataille réglementaire, là, on va voir comment tout ça s'en sort avec l'Europe et puis les taxis, les assureurs, enfin tout le monde doit se mêler de tout ça. Et puis globalement, c'est la transformation économique du transport urbain, quoi, parce que là aussi, c'est ça. Est-ce qu'on arrivera un jour au côté où on n'aura plus de voitures, on louera des services et tout ça? Moi, je trouve qu'il faut y réfléchir d'ores et déjà. On a une population qui vieillit, on ne va pas continuer à construire des trains et des autobus de 60 places qui vont circuler partout. Et là, on n'y réfléchit pas, quoi. C'est sûr. Bon, enfin, en tout cas, le robotaxi va bien s'amuser quand il aura sur la voie de bus un livreur, le pauvre qui fait son travail, qui est arrêté en double fil sans les warnings, la voie des vélos qui est prise par des motos, et puis bien évidemment un tout petit espace avec des voitures qui essaient de doubler, parce qu'elles viennent dans l'autre sens forcément. Là, on va s'amuser, et je pense que comment dirais-je, Kyber va engranger encore plus de data pour comprendre la manière dont conduisent les Parisiens. En fait, surtout, c'est pas ça, c'est que en fait, quand tu fais Amsterdam, je pense qu'Amsterdam est plus dur que Paris. Mais oui. Tu vois, là, j'étais à Amsterdam ce matin, donc je peux te dire, en fait, t'as des vélos partout, t'as des petites. Donc en fait, les. Ouais, mais les pistes cyclables à Amsterdam ne sont pas bien déconnectées de la route. Des voies de voiture. Pas toujours. Et la Chine, pareil. Je veux dire, quand tu te balades à Shenzhen ou à Shanghai. Mais franchement. Je pense pas que c'est un problème technique, je pense pas que ce soit le problème. Je pense effectivement le problème du régulateur est un problème plus important. Mais moi, je suis assez positif. Je pense que l'Europe est en train de se réveiller. Moi, je suis positif sur le fait que ça va se développer. Je suis négatif sur le fait que ça va nous échapper. Ça va aller la valeur va aller vers des constructeurs. Le rendez-vous est pris. On en discute dans pas longtemps. Bon, ben voilà pour ce sujet. En tous les cas, tout le monde a dit. Tu voulais rajouter quelque chose, Michel, ou on est bon? Non, on pourrait encore une fois en parler beaucoup, mais c'est de toutes les manières incontournable qu'on ait des voitures autonomes dans les rues parce que c'est un gain de productivité, c'est un gain de sécurité. Ah non, mais c'est clair. C'est 10 fois plus sécure d'être dans une voiture autonome que moi, je que dis dans une en voiture milieu autonome. rural, sur les routes, pour les personnes âgées en milieu rural, mais ce sera une transformation. Mais bien sûr. Et ça devrait être le cas déjà depuis plusieurs années. Parce que on est en train de parler des taxis qui font des allers-retours entre le centre de radiologie et le domicile, et je repars. Ouais, mais bon, tu mets à plat, tu mets par terre un métier, Fred. Mais oui, mais c'est l'évolution. On a discuté parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a le volet social. Si, on en a parlé avec la présidentielle. Non, mais dans cette discussion-là de l'arrivée de ces robotaxis. Oui. C'est probablement la raison pour laquelle on risque pas d'en avoir en 2027. C'est ça. On a parlé des chauffeurs de taxi à Las Vegas, ça, souviens-toi. Hein, oui, bien sûr. C'est comme ça. On trouvera autre chose, hein, c'est le progrès. On verra bien. 20h13, je vous propose maintenant de nous poser la question suivante. Faut-il ralentir la course à l'intelligence artificielle? C'est la question posée par Anthropic. Le concurrent d'OpenAI estime que certains modèles pourraient bientôt devenir trop puissants pour être correctement contrôlés. Là, on est vraiment dans un film de science-fiction. Hein. Une prise de position qui peut surprendre alors que le groupe continue lui-même de développer des IA toujours plus puissantes. Léa Benaïm nous explique tout ça et on revient sur le plateau.
L'humanité sur le point de se voir confier un pouvoir presque inimaginable. C'est l'avertissement lancé par Dario Amodei, le fondateur d'Anthropic. Le risque, selon lui, est de voir apparaître des IA capables d'auto-amélioration, c'est-à-dire de créer en totale autonomie des versions toujours plus puissantes au point que les humains n'aient plus le temps de les comprendre et de les encadrer. Il est donc temps de faire une pause, selon Anthropic, qui propose de mettre en place un mécanisme international pour suspendre les modèles les plus avancés lorsqu'ils présentent des risques majeurs comme dans le domaine des armes biologiques. Reste à savoir comment imposer des garde-fous alors que des centaines de milliards de dollars sont investis chaque jour dans cette course effrénée. Anthropic, qui est aussi critiqué par ses concurrents pour son marketing de la peur, alertant sans cesse sur les dangers de l'IA tout en participant lui-même à la course aux modèles toujours plus puissants. Il vient par exemple de déployer son IA Mythos au sein même de la NSA. Voilà, reportage signé Léa Benaïm concernant, on va dire, cette prise de position qui n'est pas nouvelle de la part du patron d'Anthropic. Ça fait plusieurs fois qu'il nous met en garde en disant « Attention, l'IA va trop vite, on ne sait pas où on va, on risque d'aller droit dans le mur, il faudrait peut-être faire une pause ». On a entendu ça il y a déjà 2 ans. On s'en souvient, il y a même eu un moratoire qui avait été signé par je ne sais pas combien de pontes de l'IA. Bon, ça sert à quoi de dire ça ? Parce qu'après, on va enchaîner évidemment avec l'actu toute brûlante qui vient de tomber, que Fred va nous détailler. Le phénomène, ça fait des mois, des années qu'on en parle. En fait, il y a 3 boucles de rétroaction qui font qu'il y a cette croissance extraordinaire de l'IA. Il y a la data d'une part, l'IA génère de la data. Il y a la computation, les GPU. L'IA optimise les GPU. Et il y a enfin les modèles. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, code elle-même, pour dire les choses rapidement, les modèles. Donc oui, c'est vrai qu'on a une verticale qui est en train de se dessiner. Alors après, c'est drôle que Dario Amodei dit ça parce que en fait, il est leader aujourd'hui. Anthropic est leader. C'était le cas d'OpenAI, aujourd'hui, c'est Anthropic. Donc il a tout intérêt à demander un moratoire pour empêcher ses concurrents de le rattraper. Donc ça, c'est un discours qu'on connaît. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'en parallèle de ça, c'est un lanceur d'alerte ou un pompier pyromane. C'est ça. Parce que là, quasiment. Mais ça fait un peu penser au savant fou, vous savez, qui met au point un monstre et le monstre s'échappe en disant « Oh là là, j'ai fait une erreur !» Et là, il sort Mythos 5, Fable 5, 2 versions avec une qui est un tout petit peu plus altérée, on va dire, mais qui a une puissance, et on commence à avoir les benchmarks, on en discutait là il y a quelques instants. Oui, on a gagné encore 10 à 15% de puissance par rapport à Opus 4.8, qui était le meilleur modèle déjà du marché. Donc, à quoi il joue ? Je pense qu'il joue à dire... C'est du marketing prophétique. Il dit à tout le monde, on a la meilleure IA, et elle est tellement forte que, vous savez, elle peut être dangereuse. Il y a une IPO qui est en cours. Et d'ailleurs, pas oublier pour l'encyclique du pape, qui était aux côtés du pape, justement, pour parler, parce que l'encyclique, c'était la lettre aux évêques, enfin la communauté chrétienne de pape, c'est la lettre d'intention. Les autres parlaient de dialogue social, d'écologie. Lui, il a mis tout sur l'IA. Et qui était son conseiller, qui était présent lors de la présentation par le pape Léon XIV lui-même, c'était Dario Amodei. Non, c'était pas Amodei, c'était un de ses lieutenants. Oui, mais c'était... Anthropic qui était là, effectivement. Il l'a cité. Il l'a cité, ils ont travaillé ensemble sur le sujet. C'est vrai que c'était pas OpenAI, c'était Anthropic. Ni Mistral. JB ? Moi, je rigole, évidemment, parce que, d'abord, on peut pas l'arrêter. Donc à un moment, il faut arrêter tous ces discours de faut ralentir l'IA, on va en arrêter. C'est impossible. Il y a des enjeux tellement importants, tu vas jamais réussir. Mondialement, on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, à part sur les gaz pour l'ozone. Et c'est la seule chose qu'on a réussi à faire de façon... Le nucléaire, on a à peu près réussi, mais bon. Pas trop en ce moment. Mais en tout cas, on peut pas arrêter l'IA. Évidemment, lui, il a une position dominante, et pour le moment, il a les meilleurs modèles, alors que c'était OpenAI, comme tu viens de le dire. Donc, ce que j'aime bien, je suis un peu moins négatif que vous, mais ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, il se pose la question, ou en tout cas, il ramène un petit peu cette question sur le devant.
On l'a vu avec la partie... alors peut-être que c'est du marketing, mais quand même, ça fait que ce débat, il remonte un petit peu. Et après, moi, je vous rappelle, on a eu le coup pour ChatGPT 2. Ah non, vous pouvez pas, c'est trop fort, vous allez tous mourir, etc. On a toujours les mêmes cas. Pour le moment, on n'est toujours pas à la GI et on n'y est pas encore avant un Lui, ce qu'il veut, c'est un mécanisme de régulation. Hein, tu vois, mais régulation. Alors, les gens qui sont dominants et qui te proposent de la régulation, de gouvernance, c'est absolument catastrophique. C'est les gens, ils sont arrivés, ils sont dominants, donc surtout, ils enlèvent l'échelle derrière eux pour que personne ne puisse y monter. Ça, c'est absolument... Regarde toutes les normes technologiques qu'on a eues depuis des années. Et donc, t'as beau appartenir à l'IUT pour les télécoms, à l'I3E dans l'ingénierie, il y en a un qui mène le groupe de travail et puis les autres, ils essaient de se caler à peu près. Hein. Et surtout, en plus, il a dit ça il y a quelques jours, et aujourd'hui, il sort Mythos, donc Claude 5, de fait, avec deux versions, et il le sort accessible à tout le monde. Donc, tu vois, c'est pas très cohérent. C'est intéressant de rebondir justement sur ce marketing de la peur que tu évoquais il y a un instant, parce que Mythos fait partie de ce narratif la peur. Parce que, rappelez-vous, quand c'est sorti il y a un peu plus d'un mois, je crois, Mythos, un mois et demi. Anthropic avait dit, attention, on a sorti une espèce de on va trouver des failles encore plus... Voilà, un truc incroyable qui peut bouleverser le monde, etc. D'ailleurs, ça va être tellement puissant qu'on ne va pas le rendre public. Seuls certains partenaires triés sur le volet pourront y accéder, etc., etc. Palo Alto, Microsoft, voilà, des Américains. On va dire des partenaires richissimes, on va dire. Et alors, ce qui est intéressant, Fred, et on rebondit sur l'actu qui vient de tomber, Anthropic lâche un peu de l'est concernant Mythos. Voilà, donc Mythos 5. Alors, ce qui faisait peur surtout, c'était la rapidité aux entreprises. Vous savez, souvent quand on trouve des failles, ensuite on propose le patch et les gens vont patcher pour corriger cette faille. Le problème, c'est que souvent la vitesse de patch, elle peut être un peu longue, donc ça fait que la faille reste ouverte suffisamment longtemps. Et là, ils disent Mythos, c'est ultra rapide. Alors là, que dit Anthropic ? Ils sortent, ils ouvrent deux versions. Alors, c'est dans la famille de produits Mythos. Alors, il y a Mythos 5 qui était celui qui était le produit qui était déjà ouvert mais comme tu l'as dit, à des partenaires de confiance, etc. Lui, il l'ouvre un peu plus. Voilà, ils ouvrent le niveau d'accès à des chercheurs, des entreprises, qui l'ouvrent un peu. Et puis il y a surtout, et c'est ça qui est important, c'est Fable 5, voilà, si on veut le dire en français. Fable 5, lui, c'est un modèle un peu plus grand public, mais qui est bridé. Alors on ne sait pas encore à quel niveau. C'est d'ailleurs Claude, Fable 5. Alors c'est Claude Mythos 5 et Claude Fable 5. Voilà, c'est ça. En gros, le cerveau reste le même, mais c'est le niveau d'accès et les mesures de sécurité qui sont différentes. Donc le cerveau, ça reste le même. D'accord. Mais toi, si tu as plus ou moins bridé. Tu as un niveau de sécurité qui sera plus élevé et des mesures un niveau d'accès qui sera plus bas, et des mesures de sécurité qui sont plus élevées. Et tandis qu'avec Mythos 5, le niveau d'accès il est un peu surélevé et les protections de sécurité, elles sont adaptées aux gens qui pourront s'en servir. Michel, en discutant là, je regardais sur mon abonnement Claude, j'ai l'abonnement maximal à 200 parce que j'utilise énormément. Et là, j'ai Fable 5. Ça y est, donc il est disponible. Que, précision, il est écrit « Included until June 22 ». Donc, jusqu'au 22 juin, c'est inclus. Ce qui voudrait peut-être dire qu'ils sont en train de sortir un nouveau plan plus cher avec à l'intérieur Fable 5. Exactement. Et comme par hasard, moi je l'ai aussi, ouais. Mais est-ce que tu vas craquer, Michel, j'ai Fable le 5 22 juin? Certainement. Et vous êtes de gros utilisateurs tous les deux de Claude? Oui, énormément. Plus que tous les autres? Ah oui, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre pour vous? Principalement. Pour coder, il n'y a rien d'autre. Je suis désolé. Codex d'OpenAI est pas mal, mais ne surpasse pas... Alors, je vais nuancer un peu. Quand on fait du développement Android, on fait du Gemini, parce que justement, c'est une techno Google et ça marche quand même beaucoup mieux. Et quand on fait un peu de web, c'est vrai que nous, on utilise pas mal Codex, mais c'est vrai que pour le moment, Claude est quand même sacrément en avance. Et nous, on fait justement énormément de recherche de failles de sécurité, puisque c'est justement le topic sur VLC. Et on a utilisé 4.6, 4.7, 4.8. Et à chaque fois, on nous dit la nouvelle version va trouver d'autres choses. En fait, c'est surtout les outils autour qui te permettent d'accéder. C'est pas vraiment le modèle en soi qui change énormément, même si quand même là les résultats qu'on voit, les premiers résultats qu'on voit annoncés en tout cas de la famille Mythos sont quand même très très bons en tous les benches de code, SWE bench principalement. En coût du token, tu t'en sors? Ça coûte une fortune. Ouais, voilà. C'est ça. Ça coûte une fortune, mais en même temps.
tu vois, moi, alors là, je vais parler. Après, c'est le rapport qualité-prix finalement. Donc moi, je vais te dire, maintenant, en tant que chef d'entreprise, je m'attends à dépenser 10% de ma masse salariale en token. C'est ce qu'a dit. 10%, c'est le bon feeling. Au-dessus. Arthur Mensch, c'est ce qu'il a dit dans son parlementaire. Il a dit 10% de la masse salariale, pas de ses développeurs. 10% de la masse salariale, ça me semble tout à fait normal. Et c'est ce que je vois sur VLC, ce que j'ai vu chez Scaleway, c'est ce que je vois sur Kyber. Je m'attends à ce que ça coûte un peu plus cher en ce moment et puis que les prix descendent parce que notamment tu vas arriver à un pic, c'est-à-dire qu'en fait après tu vas être limité par l'humain, c'est-à-dire les décisions, la spécification, etc. Mais ne trouvez pas ça étonnant? Enfin, à chaque fois qu'on a des analystes qui parlent de tous ces sujets-là, ils disent que même en proposant des abonnements à $200, ils perdent de l'argent. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en réalité... Donc, mais ça ne peut pas durer éternellement, cette histoire-là. On peut imaginer que comme Uber, au début, vous avez des courses à 10 balles parce qu'ils veulent vous faire découvrir le système, mais au bout d'un moment, les prix vont exploser. Il va y avoir une asymptote en fait, de la qualité qui va faire que le prix va mécaniquement baisser. Donc en fait, ils accumulent... Tu es sûr de ça? Est-ce qu'ils n'attendent pas justement de bien te ferrer, de te rendre accro à ce truc-là et te dire, OK Michel, aujourd'hui tu paies 200, demain si tu veux la même chose, tu vas payer 400? Si probablement, mais n'oublions pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, on voit des modèles chinois qui sont comparables en termes de qualité de coding à Opus 4.6, qui est un très très bon modèle de coding. Est-ce que tu irais sur un modèle chinois? Est-ce que tu irais sur Manus? Est-ce que tu irais sur DeepSeek? Il coûte 10 à 15 fois moins cher. 10 à 15 fois moins cher. Leur prix, à 15 fois moins cher. DeepSeek, ils ont baissé du dumping. Tu irais? Demain, tu confierais, par exemple, 10% de tes dépenses de Kyber à DeepSeek ou Manux, par exemple. Ça dépend. Si c'est on-prem, Voilà, c'est ça. S'ils me permettent ils me disent, tu payes au token, mais c'est on-prem. Moi, j'ai pas de problème, je le fais. Tu vois, en fait. Et puis surtout, il faut te rendre compte, c'est que quand même, Google, par exemple, avec des TPU, a un coût d'inférence qui est très très faible par rapport aux autres. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, tu utilises des H100 pour faire de l'inférence. Ça n'a aucun sens. C'est des modèles qui font 400, 1000 milliards de paramètres. Ça gonfle le prix, en fait. Mais même, moi, une des raisons pour lesquelles, à mon avis, Mythos a mis du temps, c'est que la première version de Mythos, en fait, elle coûtait 1200 milliards de paramètres, ça leur coûtait trop cher à tourner et ils ne pouvaient pas le distribuer à beaucoup plus de gens. Ils ont dit c'est une question de sécurité. Là, ils ont réussi à distiller ou à rentrer une version qui te fait peut-être 400 milliards de paramètres. Ils louent combien de capacité à XAI, là, Anthropic? 1 milliard par mois, non? Ouais, je crois que c'est ça, c'est 920 millions. C'est normal. Et même, non, c'est Google, ça, qui a annoncé ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, c'est 1 milliard par mois. Donc, c'est pas choquant. Moi, je pense quand même qu'à un moment, tu arrives à une certaine qualité. C'est qu'en fait, tu as quand même un humain qui prompte, qui demande des choses. Et donc, à un moment, tu peux pas t'es limité par ça. Donc, tu as une asymptote, tu auras une certaine qualité. Et puis, le prix va descendre. Fred, pour terminer. Le prix va descendre. Après, ce qui peut leur apporter de l'argent, c'est essayer peu à peu d'être propriétaire de leur partie compute, de la partie calcul, ce qui est de faire Mistral en montant ses data centers et tout ça. Ou Mistral, c'est à ce moment-là où ils gagneront de l'argent. Après, juste une dernière chose pour Anthropic, pourquoi ça communique et tout ça. On est en phase d'IPO. Comme par hasard, aujourd'hui on apprend que OpenAI a fait sa demande d'IPO. Il y a Anthropic qui dit au fait, le truc où on est très en avance, on va le donner. Il y a une grosse bataille de communication, ne l'oublions pas. Et sans compter celle du 12 juin avec SpaceX, dans laquelle il y a un certain XAI qui, même s'il est considéré comme moi, c'est quand même un concurrent de tous ces gens-là. Donc il y a une bataille. Pour terminer, Michel, quelques secondes. Une petite chose sur Mythos. Il faut voir les benches, en effet, qui sont sortis. Il y a une chose qui est flagrante, c'est qu'ils ont doublé la capacité du modèle à identifier des failles de sécurité par rapport au meilleur modèle qu'ils avaient. C'est-à-dire Opus 4.8 qui était sur un ratio de 100 à 40, ils sont passés à 80. Donc on est arrivé à un modèle qui est quasi parfait en matière de cybersécurité. Je regardais les benches, on a gagné en moyenne 15 à 20% par rapport à chacune sur l'agentique, sur le texte, sur la vision, etc. Bon, voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Jean-Baptiste. Tu restes là, tu ne bouges pas. On te retrouve dans quelques instants. Tu vas tout nous dire concernant Kyber et cette levée de 5 millions. Tu vas pouvoir en acheter des tokens, là. Hein, pas assez. Petit coquin.
Michel Lévy-Provençal, merci à toi. Et merci à Frédéric Simotel. Bien sûr, on se retrouve demain, mon Fred. Demain, oui, exactement. Voilà, pour commenter l'actualité. Et dans un instant, donc, au sommaire de notre deuxième partie de ce Tech & Co, Jean-Baptiste restera avec nous. On découvrira Kyber qui vient d'annoncer cette levée de 5 millions d'euros. On va rentrer dans les détails sur ce que c'est exactement. Et puis juste après, je recevrai Eva Berneke qui vient de sortir un livre très intéressant pour un réveil spatial européen. Pourquoi l'Europe doit devenir une superpuissance spatiale et pourquoi on est à la traîne surtout. Cette dame-là s'y connaît puisqu'elle a été dans le programme Ariane Espace et elle a travaillé aussi sur le fameux, vous savez, la fameuse constellation Iris-Carré. Donc c'est toujours intéressant. OneWeb plus précisément. On la retrouvera dans quelques instants. Petite pause et juste avant de retrouver Jean-Baptiste, ce sera Léa Benaïm pour le Tech Flash. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Il est 20h32 sur BFM Business. Un grand merci d'être fidèle à cette émission chaque soir, du lundi au jeudi, de 19h30 à 21h. Et en ce mardi 9 juin 2026, on va retrouver le Tech Flash avec Léa Benaïm, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, ma chère Léa. Merci François et bonsoir à tous. Et bonsoir. Et à la une, Anthropic rend public son IA la plus puissante, baptisée Fable 5. C'est un dérivé de Mythos, alors même qu'elle avait provoqué un vent de panique lors de son annonce en avril dernier. Elle sera accessible à tous les utilisateurs, mais avec plusieurs garde-fous, notamment sur les sujets liés à la cybersécurité ou aux risques biologiques. En parallèle, Anthropic propose aussi une version non bridée, mais réservée aux entreprises et aux agences gouvernementales. Et puis Amazon va profiter d'un peu de répit pour le déploiement de sa constellation de satellites Léo. L'entreprise qui devait mettre en orbite plus de 1600 satellites d'ici juillet aura désormais jusqu'au mois de janvier pour atteindre cet objectif. Un délai accordé par le régulateur américain, même si à ce jour, seuls 300 ont été déployés. En contrepartie, Amazon va perdre son statut prioritaire pour ses futurs lancements. Et dans l'actualité, Léa, Elon Musk, il y a un nouveau client et il s'agit de Google. Et oui, le géant de Mountain View va louer de la puissance de calcul à SpaceX pour un montant colossal, 920 millions de dollars par mois. Un deuxième contrat de taille pour Elon Musk qui a déjà signé avec Anthropic. SpaceX qui consolide ainsi sa position de fournisseur d'infrastructures tout en préparant son entrée en bourse prévue vendredi. Toujours du côté de chez Google, Intel serait désormais en pole position pour produire les processeurs du géant américain. Google envisagerait de passer commande auprès du fondeur pour 3 millions de puces d'ici 2028. Un coup dur pour TSMC qui domine actuellement le marché, mais qui se retrouve dans l'incapacité de satisfaire l'ensemble des commandes. Et enfin, nouveau bras de fer entre Bruxelles et Meta. La Commission européenne a ordonné aujourd'hui au groupe de Mark Zuckerberg de rouvrir WhatsApp aux assistants d'IA concurrents, car à date, seul Meta AI est disponible depuis l'application au détriment d'acteurs comme OpenAI ou Anthropic. Meta dispose désormais de 5 jours pour se conformer à cette décision sous peine de sanctions. Et pour finir, je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 sur BFM Business pour Tech & Co Business, votre rendez-vous en compagnie de Frédéric Simotel. Et cette semaine au programme, je vous en parlais au début de ce journal, Mythos a été déployé à grande échelle pour tous et de quoi poser pas mal de questions, notamment au niveau de la cybersécurité. On écoute un extrait. Mais ce que l'on voit, c'est qu'au-delà de Mythos, qui est à la fois un bon coup marketing et certainement un bon outil pour rechercher des failles, il y a déjà des modèles qui sont spécialisés dans cet objectif-là. Et donc, on peut d'ores et déjà, si on est éditeur, se préparer, je pense qu'on abordera un volet législatif dans l'émission, mais on peut déjà se préparer au CRA, Cyber Resilience Act. Oui. Le CRA qui, à un moment, va pointer le bout de son nez et va dire est-ce que vous êtes conforme, est-ce que vous êtes capable de prouver à vos clients, on parle encore de confiance, que les produits, les solutions que vous développez sous l'angle numérique sont résilientes et est-ce que vous proposez des mises à jour, notamment pendant un certain temps.
Et là, on est à moins de 100 jours pour le CRA, donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, quoi. Pascal, après le CRA, le problème, c'est qu'il a encore des angles morts, c'est-à-dire qu'il parle produit, il ne parle pas forcément architecture qui a été déployée en entreprise. Et là, typiquement, ce qui arrive à Meta, un problème d'architecture, pas un problème de produit. Voilà, et retrouvez Tech Co Business avec Frédéric Simotel, l'irremplaçable Frédéric Simotel, dès 22h30 sur cette même antenne et en replay sur bfmbusiness.com. 20h36, il était avec nous pendant 1 heure pour commenter l'actu, et comme c'est un ami de Tech Co, on le reçoit pour qu'il puisse nous présenter Kyber. Tout de suite, j'accueille Jean-Baptiste Cam sur le plateau. Tech Co, la quotidienne, l'invité. Rebonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Alors voilà, tu enlèves ta casquette de débriefeur de Tech Co. On est d'ailleurs au passage très heureux de t'avoir régulièrement pour que tu puisses nous apporter ta vision de la tech. C'est toujours... c'est super cool, et j'espère qu'on continue et qu'on fait ça à Vivatech, non ? Et on va faire ça à Vivatech, on fera ça au CES, tu viens quand tu veux, évidemment, tu le sais très bien. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être que les auditeurs et les téléspectateurs ne te connaissent pas en tant qu'entrepreneur. Tu es débriefeur, mais tu as aussi fait plein de choses dans ta vie. Tu es l'un des papas de VLC, vous savez, ce logiciel qui est complètement libre, qui est installé sur des milliards de machines, sur des PC, sur des smartphones, qui vous permettent de lire à peu près n'importe quel fichier. Voilà, c'est une belle histoire que tu nous avais racontée dans Tech Co et d'ailleurs dans De quoi je me mail. Tu as travaillé dans plein de boîtes et aujourd'hui, tu voles de tes propres ailes avec Kyber. Tu viens de lever 5 millions de dollars avec cette boîte-là. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est Kyber, comment tu pourrais la présenter à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir ? Ok, donc Kyber, en fait, c'est une solution logicielle de contrôle de machines à distance. Les machines à distance, c'est soit des ordinateurs un peu quand tu fais un TeamViewer ou pour remplacer un Citrix, mais c'est aussi des machines genre des robots taxis dont on a parlé tout à l'heure, des drones et des robots soit chirurgicaux, soit humanoïdes. Ou industriels aussi, pourquoi pas. Ou industriels. C'est tous les cas où en fait tu as un humain qui doit contrôler une machine, ou que ce soit pas un humain, une IA qui contrôle une machine en temps réel, parce que la machine, elle est dans la vraie vie, et donc c'est important qu'elle réagisse au plus vite. Et donc il y a tout le travail sur avoir la latence la plus faible, et donc c'est toute la partie réseau, l'adaptation aux conditions réseau, et il faut que ça fonctionne correctement. Et donc nous on vend toute une solution technologique pour ça. Aujourd'hui, tu es en avance de phase par rapport à tes promesses, ou est-ce que ce que tu fais déjà, il y a des clients qui en ont besoin ? En fait, j'ai déjà des clients en production. En fait, Kyber, c'est un projet en fait que j'ai lancé. On a eu l'idée en fait quand j'ai essayé de racheter Shadow il y a maintenant 4 ans, quand j'ai été allié avec Xavier Niel, qui était ce cloud et qui était ce cloud gaming. Et en fait, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'on peut ce genre de techno, est-ce qu'on peut en faire autre chose ? Au bout de certains temps, on a lancé Kyber. On a déjà des clients en prod, des clients industriels, mais en fait, comme tu comprends bien, tu as énormément de types de machines. Donc en fait, en fonction du genre de machine, le marché n'est pas forcément aussi mature, et donc on a des choses qu'on a mis en prod sur certains marchés plus matures. Par exemple, le marché des robots taxis en Europe, tu vois, on n'y est pas encore, mais ça va arriver. Et donc en fait, on développe un peu pour chacune des verticales business. C'est rigolo parce que tout à l'heure, on lançait les paris sur l'arrivée des robots taxis à Paris. Et toi, tu te dis, dans 5 ans, on aura 100 millions de robots dans les rues. Ouais, c'est ça, je pense. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte. Un robot, ça peut être un truc tout petit. C'est autour de toi, pour s'occuper de tes parents, pour s'occuper de ta cuisine. Tu as déjà des aspirateurs chez toi automatiques. Oui, c'est des robots. C'est des robots. En fait, le robot humanoïde, c'est pas le seul robot que tu as. Un drone, c'est juste un robot volant. Et nous, on le voit avec Kyber, on a des clients qui font du drone sous-marin, on voit des drones dans la défense, on voit des drones qui roulent, on voit plein de robots chirurgicaux, industriels, humanoïdes, ou juste des robots qui sont juste des bras. Et en fait, tu te sens bien que tu as besoin de contrôler des machines qui sont des endroits dangereux, ou surtout quand un expert il est loin, parce qu'aujourd'hui quand ton expert il est à l'autre bout de la France, en fait il faut que tu prennes l'avion, etc. Donc tu peux faire ça. Et surtout avec l'IA, il y a un vrai changement, c'est que tu vas pouvoir observer des robots
pas par un humain, mais par des IA qui vont observer N robots. Et donc là, c'est tout ce que tu vas appeler des flottes de drones, des flottes de robots, où en fait, tu as une IA qui va être capable, un modèle visuel, de fait, c'est pas vraiment une IA, un modèle visuel qui va être capable de gérer N drones. Et Kyber, c'est vraiment toute l'infrastructure pour ce genre d'usage, et notamment être capable de synchroniser 5 robots dans la nature. Parce que justement, c'est là où j'aimerais que tu nous précises tout ça. Si par exemple demain, un robot taxi, comment tu pourras intervenir dans, on va dire, le pilotage d'un robot taxi? Est-ce que ce que tu proposes, parce qu'on n'a pas parlé de latence encore, la latence c'est vraiment hyper importante et c'est un peu le fer de lance de ta technologie. Tu arrives à des latences qui sont très basses, de 8 millisecondes. Ça n'évoque peut-être rien pour vous, mais c'est vraiment très très peu. C'est le ping qu'on a sur une fibre en Wi-Fi, 8 millisecondes. L'idée c'est quoi? C'est que quelqu'un puisse piloter, prendre à distance la main sur une machine. Ou est-ce que c'est une IA qui, à distance, pourrait piloter cette machine? C'est le même problématique réseau, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les Waymo, que tu as testé et dont on a parlé, en fait, tu te rends compte que les gens Waymo reprennent le contrôle au moins une fois par heure. C'est-à-dire, tous les 3 voyages, il y a un problème, il y a un besoin, ils prennent le contrôle. Donc, il y a un gars, on lui dit, tiens, il y a la voiture 26, mais nous, c'est un souci. Nous, ça nous arrivait la dernière fois au CES. En fait, on était à San Francisco, il y avait quelque chose qui était une maintenance sur la route, et à un moment, la voiture s'est bloquée, elle a essayé de se démarrer, au bout de 3 fois, on a appelé le bouton, il y a quelqu'un qui a repris le contrôle. Ah d'accord. Donc en fait, tu as tous ces cas-là. Mais en fait, surtout, tu as énormément de cas où, même si c'est 1% des cas où tu as besoin de contrôle à distance, ce pourcent en nombre de kilomètres, c'est énorme. Donc déjà, il y a toute cette partie vraiment de contrôle. La deuxième raison, c'est même avant le contrôle, c'est juste observer. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 9 caméras sur une voiture, tu as un lidar, tu as des capteurs de pression, de température. Juste récupérer toutes ces informations pour être capable de faire de la détection d'erreurs, de la détection de problèmes. Et donc là, en fait, c'est le deuxième usage, c'est qu'en fait, c'est un modèle visuel d'IA qui va regarder. Il va regarder, il va voir, tiens, effectivement, il y a eu un problème ou il s'est passé quelque chose. Et enfin, le troisième usage de Kyber, c'est de l'entraînement de modèles. C'est qu'avant d'entraîner des modèles de robots, des modèles IA de robots, il faut récupérer énormément de données. Et ça, c'est une des choses qu'on fait bien avec Kyber, c'est la synchronisation de flux pour faire de l'enregistrement, pour récupérer énormément de données qui vont te permettre ensuite de faire tes modèles. Parce que je pense qu'il va y avoir énormément de robots et énormément de robots qui sont très spécifiques. Et donc, il va falloir entraîner beaucoup de modèles. Et donc, il faut récupérer beaucoup de données. Justement, on parle beaucoup de robots. Alors tout à l'heure, on évoquait ce chiffre que tu nous donnes. Enfin, c'est dans les Échos, puisqu'il y a un article te concernant et concernant Kyber là-dessus. Dans 5 ans, on aura 100 millions de robots dans les rues. On parle aussi de robots humanoïdes. Tu y crois, toi, aux robots humanoïdes? Dans quelques années, il y aura on va dire une multiplication des usages de ces robots humanoïdes? Ah oui, j'en suis persuadé. C'est très difficile de savoir quand, et ça je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais il est évident qu'on aura des robots humanoïdes. Est-ce qu'ils seront full humanoïdes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils auront vraiment 2 jambes? Je ne sais pas, mais en tout cas 2 bras, une tête. Bah oui, parce que c'est plus agréable, parce que pour s'occuper de notre population vieillissante, c'est agréable. Et puis en fait, surtout, tu ne te rends pas compte, mais il y a énormément de petites tâches, et en fait, avoir des robots spécialisés sur toutes les tâches, c'est difficile. Oui. Regarde, quand tu fais la cuisine... Et un humain, finalement, c'est une machine qui est pas mal, quoi, avec 2 jambes et 2 bras. C'est pas mal. Ça fait pas mal de choses. Mais même si tu dis que l'humain est pas forcément une belle machine, en fait, toute notre environnement a été fait pour l'humain. Donc en fait, tu peux réavoir un robot qui va venir, et notamment, regarde, pour faire la cuisine, quand tu regardes toutes les petites manipulations, prendre un œuf, tu mets de l'eau, etc. Il y a énormément de choses assez difficiles, et donc il va falloir apprendre énormément, et donc nous, Kyber, on va être vraiment sur tous les middleware. Donc là, on commence avec le contrôle et l'observation à distance, mais l'idée de Kyber, c'est vraiment d'aller sur tout ce qui est les middleware pour fabriquer ton propre robot, pour aller faire du mesh, et nous, on est vraiment sur la couche logicielle réseau, et d'ailleurs, on travaille aussi on est à la limite entre le software et le hard. Donc en fait, Kyber, c'est un petit peu, tu vois, là, nous, on fabrique pas des robots, mais si tu viens à notre soirée demain soir, tu verras nous, on a fabriqué nos propres robots. On est là demain soir. Et parce que, tu vois, on a imprimé un rover, on a des bras robotiques, parce qu'en fait, c'est le meilleur. On a une aile volante, on est en train de robotiser un bateau pour aller traverser, on ne sait pas quelle mer on va réussir à aller traverser, mais
pour montrer que c'est faisable. Parce que, en fait, l'intégration entre le logiciel et le hard est important. Là, nous, on a fait nos propres modems Wi-Fi avec des puces Wi-Fi custom. On a fait des modèles 5G. Et on est évidemment en train de faire des choses autour de tout ce qui est la radio et donc l'anti-brouillage, parce que c'est un sujet sur la défense. Tout ça, en fait, on est à cet endroit-là pour être sûr que ta latence soit toujours la plus faible, parce que la latence, c'est la latence locale plus la latence de ton réseau. Et donc, nous, on arrive à limiter la latence locale autant qu'on peut. Alors, c'est 5 millions de dollars. Ça va te donner quoi? Un peu de, comment dirais-je, beaucoup de R&D, effectivement. Alors, la première partie, c'est énormément de R&D, parce que justement, il faut adapter la techno pour tous les cas d'usage. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle des Forward Deployed Engineers. C'est des gens qui vont aller intégrer cette IA chez des industriels, des boîtes de robotaxi, des boîtes d'aviation et ce genre de gros clients. Bon vent à Kyber. J'espère. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à toi. À très vite. Et on regrette de ne pas pouvoir être là demain soir à ta fiesta. Mais il faut venir après. Après Tech & Co, 21h. Il restera des trucs à manger et à boire. Plein. Allez, ça roule. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et direction tout de suite la rédaction de BFM Tech, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Et Raphaël Raffray nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Raphaël. Bonsoir François. Journaliste à BFM Tech. Et ce soir, on va parler du rachat de SFR, estimé à plus de 20 milliards d'euros. Une opération qui va profondément transformer le paysage des télécoms français dans les années qui viennent. Et oui François, c'est une page qui se tourne pour les télécoms français. À l'horizon 2029, la France ne comptera plus que 3 opérateurs. Après des mois de négociations donc, Orange, Bouygues Télécom et Free ont trouvé un accord avec Altice France pour racheter sa filiale SFR et ses millions de clients. Invité mardi matin sur RTL, la directrice générale d'Orange, Christelle Hedman, a confirmé que la marque SFR était bien appelée à disparaître, même si cela va prendre du temps, car en effet, sur le calendrier, rien n'est encore figé. Le projet doit encore être validé par l'autorité de la concurrence et reste donc en attente d'autorisation officielle. Et selon la dirigeante d'Orange, toutefois, l'opération pourrait néanmoins aboutir d'ici la fin 2027. En attendant donc, les abonnés d'SFR ne savent toujours pas vers quel opérateur leur contrat pourrait être transféré. Cela dit, ils ont encore un peu de temps, mais si l'on parle des abonnés de SFR, en effet, Raphaël, il s'agit d'un chantier colossal pour les transférer à terme, quand tout ça sera fait, vers les autres opérateurs. Oui, François, c'est l'un des points clés du projet, et ça reste quelque chose d'énorme, comme vous l'avez dit, car migrer plus de 20 millions de clients, ça n'a jamais été fait dans l'histoire des télécoms en France. Mais du côté des 3 opérateurs, on veut rester optimiste et rassurant. Ils assurent que les contrats et les prix des abonnements ne changeraient pas en cas de transfert vers un autre opérateur. Et selon eux, le passage à 3 opérateurs n'entraînerait donc pas de hausse des prix massive dans un marché où la priorité reste aujourd'hui la fidélisation des clients plutôt qu'une hausse des prix. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, donc, et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet qui va évidemment alimenter l'actualité tech pendant de très nombreux mois, n'hésitez pas à aller du côté de la rédaction de BFM Tech. 20h48, on va parler d'espace et des enjeux spatiaux pour l'Europe. Ils sont énormes. On en parle avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Eva Berneke, merci d'être là. Ravi d'être là. Et merci de nous accorder ces quelques minutes dans Tech & Co sur BFM Business. Eva, vous êtes donc l'auteur de ce livre pour un réveil spatial européen. Pourquoi l'Europe doit devenir une superpuissance spatiale? C'est un sujet qu'on évoque régulièrement dans Tech & Co parce que l'espace nous passionne. On suit et on commente l'actualité spatiale américaine, parfois chinoise, et c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à raconter au niveau spatial. Et c'est un petit peu on va dire, la ligne de votre livre. Rappelons que vous avez été l'ancienne directrice générale de Telsat. Vous avez aussi travaillé sur le projet OneWeb, qui est ce projet de constellation satellite européen qui est en train de fusionner avec Iris Carré, je crois. Expliquez-nous un petit peu quel est le but de ce livre qui sort aux éditions du Débat public. Alors, merci beaucoup, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment au cœur, comme européenne. Les spatiales, c'est effectivement un domaine qui évoque une rêve pour tout le monde, les ingénieurs, les scientifiques, mais aussi les poètes et l'humain en général. Ça fait vraiment les rêves. Et je pense que l'Europe a besoin d'exister en espace. Aussi parce que l'espace devient un domaine de plus en plus bataillé. Ça devient une infrastructure importante d'avoir une constellation.
C'est une infrastructure importante dans notre quotidien pour les météos, pour les transactions et surtout pour les militaires. Alors c'est pour ça que je pense que c'est un réveil pour que l'Europe se mette dans une autre vitesse. On a toujours existé, on a toujours eu beaucoup d'intérêt scientifique pour l'espace, mais là il faut aller à une autre vitesse, beaucoup plus rapide, pour pas être délaissé derrière les Chinois et nos amis américains. Alors, on vous écoute avec beaucoup d'attention parce que s'il y a bien quelqu'un qui connaît ce sujet, c'est vous. Vous êtes un peu une dirigeante du spatial européen. Vous l'avez été, vous connaissez tout ça par cœur. C'est intéressant ce que vous dites finalement parce que l'Europe perd de sa puissance dans l'espace. C'est dû à quoi, à votre avis ? Pourquoi tout est si lent chez nous, en Europe ? Vous avez vécu ça de l'intérieur ? On a vécu ça et c'est vrai que la vitesse, c'est un des gros problèmes où surtout la manque de vitesse en Europe. Quand vous écoutez Elon Musk, il parle surtout de ça, de résoudre les problèmes de vitesse, de mettre l'argent derrière, d'investir pour résoudre ces problèmes de vitesse. En Europe, on est très lent. On a vu des gros projets comme Galileo, Copernicus, qui sont des beaux projets, oui, bien sûr. Des vrais défis scientifiques. Mais Galileo, ça s'est tendu sur combien d'années ? 20 ans peut-être, je ne sais pas, mais oui, c'est monstrueux. Oui, plus que 15 ans. C'est vraiment lent et ça a eu du retard. On a eu un Ariane 6 qui avait des années de retard aussi. Et c'est devenu des vrais gros problèmes d'ingénierie. Et c'est des très beaux solutions, mais ça a coûté beaucoup plus cher et ça a pris beaucoup trop long. Mais pourquoi, Eva, autant de retard ? C'est parce qu'on n'est pas bon et qu'il nous faut plus de temps que les Américains ? Ou est-ce qu'il y a de telles couches administratives, de telles prises de décision compliquées que ça ralentit en fait la machine spatiale européenne ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on a trop peur de l'échec. J'en parle. Quand vous avez regardé Elon Musk, il a quand même lancé beaucoup de fois avec des échecs. Bien sûr. Et chaque fois, ils ont presque célébré les échecs. Oui, c'est pas grave. On apprend toujours d'un lancement qui a explosé. On récupère les données et on fait plus vite la prochaine fois. Et entre faire des échecs, faire tomber, et même des échecs assez publics, parce que faire exploser un fusée, c'est assez public. Non, mais derrière, nous, on prend trop long. Avec Jeff Bezos, il n'y a pas longtemps, là. Sa fusée n'a même pas décollé, elle a explosé tout de suite. Lancer plus vite, essayer de marcher, tomber, se relever et réessayer. Nous, on est plus à la recherche de la perfection. Ça veut dire qu'on a très peur de l'échec. Et Ariane 6, son premier voyage était un gros succès. Et je félicite, mais il a eu 4 ans, presque 5 ans de retard. Alors, entre un retard qui coûte quand même aussi cher, parce qu'on a des équipes qui tournent, et un échec, gros échec où on récupère, on se relève, on refait, c'est quoi qui coûte le plus cher ? Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est aussi la capacité de mettre beaucoup d'argent derrière. Ça, c'est particulier à l'espace. Vous avez probablement sur beaucoup d'autres secteurs aussi cette plainte qu'en Europe, on a du mal à faire des investissements pour l'industrialiser un secteur. On est bon pour les pilotes, on est bon pour les petites entreprises, les start-up, mais quand il s'agit de mettre beaucoup d'argent à risque pour vraiment faire une industrialisation d'une chaîne, on a plus de mal. Et puis derrière, vous avez raison, il y a aussi des couches administratives, des discussions, des débats pour trouver des compromis. Le financement aussi, non ? Il est plus simple aux États-Unis ? Au moins, il y a certains milliardaires qui ont choisi de financer une grosse partie de leur propre poche. Et c'est clair, ça n'a pas empêché des gros contrats aussi des militaires et des NASA. Et il ne faut pas oublier qu'à la fois SpaceX, Starlink, mais aussi Kuiper a eu de gros contrats du secteur américain qui dépensent beaucoup plus dans ce secteur-là par rapport aux Européens. Nous, on est en train de structurer un iris carré, mais même un iris carré, c'est qu'une petite fraction des dépenses qui ont déjà été dépensées depuis les derniers 10 ans chez SpaceX ou chez Blue Sky. Vous avez évoqué Starlink. Starlink aussi, alors formidable invention. Qui aurait pu imaginer qu'il y a 10 ans que la bataille de l'Internet haut débit allait se faire dans l'espace ? Personne. Et puis Elon Musk est arrivé avec une solution qui marche parfaitement, qui évidemment est très ciblée parce qu'on a la chance en France et notamment en Europe d'avoir de très bonnes connexions, qu'elles soient en 4G, 5G, mais aussi avec la fibre optique. Mais dans des régions du monde où il n'y a pas de connexion, ça permet quand même des miracles, ce truc-là. Vous dites que Starlink, finalement, est
est-ce que c'est un problème Starlink finalement quand on voit que c'est Elon Musk qui dirige en fait cette puissance de l'internet mondial? On l'a vu avec l'Ukraine notamment, hein, il y a 2 ans. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, pour moi, Elon Musk a fait un énorme défi. Il a démarré il y a à peu près 10 ans avec les idées des SpaceX et Starlink. Alors, ça lui a quand même pris des années aussi, mais il est arrivé avec une solution et il a montré au monde que cette solution allait marcher. Je pense qu'on avait un secteur qui a mis quelques années à vraiment réaliser que ça allait se faire. Et en fait, en 21-22, quand moi j'ai démarré dans ce secteur-là, il y avait encore des gens qui disent on n'est pas très sûr que ça va marcher. On n'est pas très sûr. Est-ce qu'il ne va pas arrêter? Ça va coûter trop cher. Est-ce que ça va vraiment marcher? Et ça a marché. Il a montré ça au monde. Il a fait la même chose avec la voiture électrique, quelque part. Et pour moi, c'est et les lanceurs aussi qui reviennent et qui réatterrissent. Les ingénieurs d'Arianespace ne disaient ça n'arrivera jamais, ça ne marchera pas. Et Ariane 6 a du mal aussi. Alors, il a vraiment montré, côté ingénierie, il est un des plus grands ingénieurs du monde pour que ça marche. Et pour ça, il faut vraiment lui remercier. Derrière, il ne faut pas se dire qu'il va être le seul à le faire. Et Eutelsat est aujourd'hui le seul autre opérateur qui fonctionne en orbite basse, et il faut investir derrière. Parce qu'il a montré que ça marche. Ça marche aussi en Ukraine, ça marche aussi à Taïwan, ça marche aussi en Israël, ça marche dans toutes les zones du monde. Il a montré que ça peut marcher. Et il a surtout montré qu'il sait industrialiser ce processus-là et faire baisser les coûts. C'est surtout ça qu'il a fait avec SpaceX et Starlink. Il a fait réduire les coûts à travers une industrialisation du secteur. Alors, notre Starlink à nous, Européens, c'est Iris-Carré. C'est aussi bien, Iris-Carré, que Starlink? Iris-Carré va avoir moins de capacités, mais ça va être au moins aussi bien, mais avec moins de capacités, parce que moins de satellites. Mais, donc, ça ne sera pas grand public, on va dire, c'est ça? Ça sera grand public, mais avec beaucoup moins de capacités. Alors, je ne suis pas sûre que ça va fournir l'Europe en Netflix. Je pense qu'on a d'autres technologies qui savent faire ça très bien, du 5G et du fibre. D'accord. Mais pour les militaires, si on veut prioriser cette capacité-là pour des fins militaires ou gouvernementales, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir autant de capacités du Starlink. Il faut se rappeler qu'une partie du Starlink, c'est aussi parce qu'il y a un SpaceX à remplir. Oui. Il y a des fusées qui doivent partir tous les jours ou tous les 2 jours. Avec des centaines de satellites. Et Starlink en fait partie de ce qui remplit les fusées. On n'a pas forcément besoin d'autant de capacités quand on parle des capacités militaires. On a besoin beaucoup de capacités quand on parle des Netflix ou YouTube, mais peut-être on n'a pas besoin de faire ça à travers d'une constellation satellitaire. Que pensez-vous de cette rumeur qui devient de plus en plus persistante concernant l'Europe qui veut conserver les fréquences en fait, des satellites sur notre continent et ne pas tout donner justement aux géants américains et ne leur donner qu'un tiers, je crois, de ces fréquences? C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, à votre avis? En fait, les fréquences pour les satellites, comme pour les téléphones, mais pour les satellites, c'est un peu plus compliqué parce que les satellites ne savent pas vraiment respecter les frontières. Les fréquences mobiles, comme celles d'Orange ou SFR, sont on arrive à les maîtriser Alors, les fréquences spatiales sont gérées par ITU, qui est une grosse organe international, et ces fréquences-là couvrent un territoire plus grand. Une partie de ces fréquences-là, et surtout les fréquences qui atterrissent sur téléphone, en fait, parce que c'est cela dont ils parlent, là, ils sont en train d'être redistribués là en 27. Et là, ce n'est pas forcément... En fait, Europe s'est réveillée au fait qu'il faut peut-être regarder bien qui vont récupérer ces fréquences-là. Parce que ces fréquences-là, qui veulent d'une satellite envoyer direct à un téléphone, sont assez importantes dans les années à venir. Et ont beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur dans les années à venir. Ah, c'est clair. Voilà, si ce sujet vous passionne, je vous invite véritablement à dévorer ce livre qui vient de sortir. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Eva Berneke, avec une préface de Michel Friedling, qui est l'ancien général de l'armée de l'air et de l'espace, pour un réveil spatial européen, paru aux éditions Débat Public. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous de nous suivre chaque soir dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. On sera là bien sûr demain. Et ce soir, donc je le disais, on souhaite un joyeux anniversaire à Léa Benéaïm, mais aussi à notre réalisateur, Fabien Leraubourg. Voilà, on ne va pas donner son âge. Bonne soirée et on se retrouve demain dès 19h30. Salut à tous.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.